Donc, je vais vous présenter les différents aspects cliniques et thérapeutiques de l'infection Covid-19 qui est liée à ce nouveau virus qui est le SARS-CoV-2. Ces aspects ont été extrêmement bien décrits au début de l'épidémie par les médecins chinois qui, très rapidement, nous ont alertés sur le fait que si 80% des formes étaient ce qu'on appelle des formes modérées, ne nécessitant pas la réanimation, 20% des formes symptomatiques étaient plus sévères, nécessitant une oxygénothérapie. Et parmi ces 20% de formes sévères, en général hospitalisées en réanimation, 5% étaient des formes dites critiques, avec une défaillance multiviscérale et un décès dans la moitié des cas. Ces premières publications émanant de la Chine, essentiellement la province de Hubei avec la ville de Wuhan, ont aussi rapidement permis de décrire les premiers signes cliniques les plus évocateurs de cette infection appelée Covid-19. On a vu que la durée d'incubation après le contact était en moyenne de 3 jours, en fait plutôt 5 jours, et que les principaux symptômes évocateurs étaient de la fièvre, parfois non objectivée et remplacée par une sensation fébrile, et puis des signes respiratoires qui peuvent être aussi bien des signes respiratoires supérieurs comme des douleurs pharyngées ou une rhinite, mais aussi bien sûr et prédominant, faisant la gravité de cette infection, des signes respiratoires inférieurs avec une toux et une dyspnée. À côté de ces signes respiratoires, il existe des signes généraux de type pseudo-grippaux avec des myalgies ou d'autres symptômes de type céphalée. Rapidement a été décrit aussi l'existence de diarrhée qui a pu être un signe trompeur, évoquant plutôt une infection gastro-intestinale, mais qui s'intégrait dans ces tableaux cliniques. Les signes biologiques évocateurs sont avant tout l'absence d'hyperleucocytose et même une lymphopénie très évocatrice, souvent accompagnée d'une augmentation des LDH. La CRP est souvent élevée et cette augmentation de la CRP dans les premiers jours a aussi une valeur pronostique. Enfin, les D-dimères sont parfois positifs et reflètent les troubles de la coagulation qui sont fréquents dans cette infection. Très rapidement aussi, les équipes médicales chinoises nous ont transmis que le scanner était un élément extrêmement important dans le diagnostic positif de cette maladie, avec des images qui sont très évocatrices, de type des images en vert dépoli, comme on peut le voir sur cette diapositive, bilatérale, avec une prédominance souvent inférieure, ce qu'on appelle sous-pleurale. Ces images en vert dépoli s'accompagnent d'autres images plutôt de type condensation, comme on peut le voir sur cette diapositive, qui en général apparaissent à un stade plus tardif, ou des images de réticulation à l'intérieur des images de verre dépoli. Le scanner est aussi extrêmement important en termes pronostiques parce qu'il va évaluer l'importance de l'atteinte pulmonaire que l'on peut chiffrer, qui peut être atteignant moins de 10%
des champs pulmonaires, mais parfois très étendus, et on sait qu'il y a une valeur pronostique à l'extension de ces images. On recherche aussi sur le scanner des signes d'embolie pulmonaire qui sont, on l'a montré, souvent évocatrices, voire révélatrices du Covid-19. Le Covid-19 peut évoluer vers une forme sévère avec apparition d'une dyspnée et d'une insuffisance respiratoire qui va nécessiter une oxygénothérapie. Et ces signes de sévérité se voient à la fin de la première semaine et ils correspondent à une aggravation inflammatoire de la maladie, raison pour laquelle les corticoïdes, on va le voir, se sont montrés efficaces dans cette phase d'aggravation, qui peuvent être une phase d'aggravation pulmonaire, mais aussi multi-organes. En ce qui concerne le diagnostic, le diagnostic de référence reste la PCR qui va pouvoir mettre en évidence de l'ARN viral 48 heures avant les symptômes. On a en effet montré que le pic d'excrétion virale se situe juste avant les symptômes. Il est maximum au moment de l'apparition des symptômes, et très rapidement, cette excrétion virale va diminuer. On considère que après 10 jours, dans la forme habituelle, il n'est plus possible de mettre en évidence du virus vivant, même si la PCR reste positive, mettant en évidence des bouts d'ARN viral. C'est la raison pour laquelle la plupart des pays recommandent de lever l'isolement au 10e jour après l'apparition des symptômes. À noter que dans les formes sévères ou chez les patients immunodéprimés, l'excrétion virale peut être plus prolongée. Les anticorps apparaissent en général à partir du 10e, 15e jour, mais pour certains patients, cette apparition peut être un peu plus tardive, jusqu'à la 3e semaine. Et il a été montré que le taux d'anticorps qui apparaît est en général plus élevé dans les formes sévères, comme le montre cette diapositive. Alors, d'autres organes peuvent être atteints, et on a pu montrer des manifestations présentes au niveau de différents organes, comme la peau, le système neurologique ou le cœur, qui effectivement est une atteinte qui va peser lourd dans le pronostic. Quels sont les facteurs de risque de décès ? Eh bien, toutes les séries ont très clairement montré que le principal facteur de risque de décès était l'âge, avec une létalité qui va considérablement augmenter avec l'âge et devenir nettement plus importante chez les patients de plus de 60 ans, alors que cette létalité est extrêmement faible chez les enfants. D'autres facteurs de risque vont rentrer en compte, mais de façon moins importante, comme le sexe. On sait que les femmes ont moins de risques de décès. On sait aussi que des pathologies sont souvent associées aux facteurs de risque de mortalité, sont effectivement le diabète et toutes les pathologies chroniques qu'on retrouve comme des facteurs de risque dans la grippe. Un autre facteur de risque de
de gravité ou de décès, mais qui a été montré non pas sur les séries asiatiques, mais les séries européennes et américaines du Nord, et l'obésité. Les premiers patients jeunes qui ont été hospitalisés en réanimation en Europe ont surpris les réanimateurs parce que justement, en raison d'un âge plus jeune que ce qui avait été décrit dans les séries asiatiques, et en réalité, on s'est aperçu que ces patients avaient effectivement un facteur de risque commun qui était le surpoids, facteur de risque qui effectivement est aussi un facteur de risque de grippe sévère. On sait que même si l'infection est bénigne, elle peut entraîner des manifestations tardives, appelées chroniques ou séquelaires, dont le mécanisme n'est pas univoque et encore mal compris, et qui est effectivement un champ de recherche en cours d'investigation. En ce qui concerne la femme enceinte, les premières séries ont été, et la transmission in utero, les premières séries ont été extrêmement rapidement rassurantes et ont montré qu'il n'y avait pas de transmission intra-utérine de cette infection et que par conséquent les nouveau-nés naissaient indemnes de l'infection à SARS-CoV-2. Et même si en Chine, les césariennes étaient très souvent pratiquées pour les femmes atteintes d'infection à SARS-CoV-2, les séries européennes ont montré que l'infection par voie basse devait être privilégiée. Comme pour la grippe, les femmes enceintes peuvent être l'objet de formes un petit peu plus sévères, d'où la nécessité que ces femmes enceintes se protègent durant la grossesse. En ce qui concerne les enfants, là aussi, les données ont été extrêmement rapidement rassurantes. On sait que les enfants, lorsqu'ils font des formes symptomatiques, font des formes qui sont, dans l'immense majorité des cas, très bénignes. Les facteurs de risque de formes un peu plus sévères sont un jeune âge inférieur à 1 mois et l'existence de comorbidité. Les formes asymptomatiques sont très fréquentes chez l'enfant et ceci est un élément qui commence à être bien étayé par les séries sérologiques qui sont aujourd'hui publiées. Il y a une forme sévère qui a été décrite dans plusieurs pays, qui est une forme d'atteinte multisystémique inflammatoire qui s'apparente au Kawasaki, mais aujourd'hui, le nombre de patients reste relativement modéré sur le plan mondial, avec des séries qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de cas, donc assez limitées. En ce qui concerne le traitement, nous n'avons malheureusement pas de traitement efficace sur la multiplication virale, c'est-à-dire essentiellement sur la première semaine d'évolution des Covid-19. Plusieurs traitements ont été essayés, les séries randomisées contrôlées ont montré que ces traitements n'étaient pas efficaces. Et le seul traitement qui a montré une efficacité, mais qui reste extrêmement modéré, c'est le remdesivir, qui a pu légèrement atténuer les symptômes, mais sans effet sur la mortalité. Ce remdesivir a reçu une autorisation de mise sur le marché, notamment aux États-Unis. Le vrai traitement qui s'est montré efficace pour réduire la mortalité et
et en particulier chez les patients qui avaient besoin d'oxygène, qui sont les patients chez lesquels il est indiqué, sont les corticoïdes, en particulier la dexaméthasone. Les résultats ont été extrêmement probants. Ce sont des résultats qui viennent de séries anglaises et qui ont montré que dans les formes nécessitant de l'oxygène ou dans les formes nécessitant une ventilation mécanique, l'administration de corticoïdes diminuait la mortalité. C'est un traitement qui aujourd'hui est largement utilisé dans le monde pour ses formes oxygéno-requérantes et qui participe à la diminution de la mortalité qui est observée lors de la deuxième vague par rapport à la première vague. Ces traitements corticoïdes sont aujourd'hui recommandés par les différentes autorités sanitaires internationales. Le tocilizumab s'est avéré décevant, et en particulier dans les formes non réanimatoires. Enfin, un traitement qui a été récemment testé, ce sont les anticorps neutralisants fabriqués de manière monoclonale. Et ces anticorps aujourd'hui, fabriqués par le laboratoire Lilly ou Regeneron, ont montré qu'ils pouvaient diminuer la durée des symptômes dans des formes non hospitalisées, ce qui est un résultat relativement modeste. Et malheureusement, ils se sont avérés décevants dans les formes hospitalisées. Voici ce qu'on peut dire aujourd'hui en novembre 2020 sur les formes cliniques liées au SARS-CoV-2, donc Covid-19, et les traitements qui se sont avérés efficaces. Je vous remercie de votre attention.